À la une, ce vendredi 14 septembre, les intempéries. L'école d'Anse-Madame à Schellcher a été évacuée ce matin. Suite à la brusque montée des eaux, les parents ont été sommés de récupérer leurs enfants, une mesure prise par sécurité. À la cité aux Anames, la rivière s'est littéralement engouffrée dans les immeubles, une frayeur pour les habitants de la résidence. Ils ont été surpris par un phénomène qui n'a pas eu lieu depuis plusieurs années. Les écoles du François se préparent pour la reprise lundi prochain. Les élèves n'étaient pas en classe aujourd'hui, l'heure était au rangement dans les salles. Un nettoyage nécessaire après le passage d'Isaac hier. Les travaux pour créer une déviation sur la RN9 se poursuivent. Interrompus hier à cause du mauvais temps, ils ont repris ce matin malgré la pluie. La CTM annonce de son côté une voie secondaire d'ici une dizaine de jours. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le journal. Vous pouvez suivre notre tranche info en direct sur la page Facebook d'ATV. Des nouvelles du temps pour commencer. La Martinique reste ce soir en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. En mer, retour au vert, même si elle reste dangereuse à la côte. Une pluie qui s'est faite ressentir à Schellcher, au quartier Anse-Madame. Tous les établissements scolaires ont été évacués ce matin. Une mesure prise par sécurité suite aux soudaines montées des eaux. Les parents ont été contactés dès le milieu de matinée afin de récupérer leurs enfants. Sabrina Doré et Régine Germani. Une sortie de classe anticipée ce matin dans cette maternelle. Ici, à Anse-Madame, l'eau est montée très vite. Les parents d'élèves ont été appelés à récupérer leur enfant dès 10 h. Je viens juste de recevoir un coup de fil de la maîtresse de mon fils qui m'a demandé de le chercher car on leur avait donné une autorisation d'évacuer les enfants. Pour le réseau de pluie, pour la pluie, quoi. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas l'inondation, parce que comme c'est Schellcher, l'eau monte assez rapidement, donc je pense que c'est pour cette raison, quoi. J'ai pas attendu qu'on m'appelle, franchement, parce qu'étant à l'école là, ici avant, je connais comment ça monte, donc je suis venue récupérer mon fils avant tout le monde, et apparemment quand je suis arrivée, il commençait à appeler les parents. Pour cette riveraine voisine directe des écoles, cette inondation n'a rien d'inhabituel. À chaque forte précipitation, la rivière sort de son lit. Surtout quand il y a l'orage fait déborder vite les rivières. La rivière, ça déborde. J'ai eu combien d'inondations? J'ai eu Klaus, j'ai eu Lily, j'ai eu Cindy. Le dernier qui est passé là, comme on avait refait le pont, parce que nous sommes battus pour qu'on refasse le pont. Si on n'avait pas fait remonter le pont, ici, là, on ne serait pas debout là. Fort heureusement, la ville de Schellcher avait déjà activé sa cellule de crise lors du passage de la Martinique en vigilance orange ce mardi. Un plan de sauvegarde hors sec mobilisant tous les services de secours et de sécurité. Les inondations ont pu rapidement être maîtrisées par la municipalité. La première décision était de faire en sorte que nous puissions trouver des voies et moyens permettant de mettre l'intégralité des enfants des crèches, des écoles primaires et maternelles en sécurité. C'est chose faite et je suis pour ma part relativement satisfait de la façon dont les choses se sont bien passées. À Schellcher, ce sont entre 30 et 40 mm d'eau qui ont été enregistrés en 1 heure ce matin. Le risque d'avoir de nouvelles averses n'est pas écarté. La Martinique est toujours en vigilance jaune pour fortes pluies et la cellule de crise de la ville reste en veille. Toujours à Schellcher, cette fois à Fond-la-Haye. 2 écoles ont également subi les frais des précipitations. Les enfants ont été évacués. La rivière sortie de son lit n'a pas épargné le bord de mer. Les pêcheurs n'ont pu que constater les dégâts avec Régine Germani et Sabrina Doré. État des lieux, nettoyage, Maurice, pêcheur à Fond-la-Haye, est resté impuissant ce matin face à la brusque montée des eaux. La rivière d'un côté, la mer de l'autre, unies pour tout ravager. Alors je vous montre le niveau de la rivière est montée dans les cases. Donc, toutes les cases ont été inondées. Comme vous voyez là, ce niveau-là. Donc ça fait 2 fois que j'ai déjà vu ça ici par rapport à la montée de la rivière. Non seulement la rivière descend abondamment, mais la mer refoule l'eau. Donc la rivière a changé de bras. Donc la rivière a fait un bras là, et donc la rivière est passée par ici. Donc les 2 courants d'eau s'est rencontrés. Donc ça a inondé les cases à Cannes. Sur leur parcours, les 2 écoles du quartier n'ont pas été épargnées. C'était impressionnant parce que moi, c'était la première fois que je voyais ça. Et ils ont dû enlever les voitures, les mettre dans la cour. Si vous avez vu la route, les professeurs étaient obligés de faire leur voiture entrer dans la cour. L'eau était à cette hauteur-là. À quel niveau? À ce niveau-là. Depuis le début de la matinée, les équipes des services routiers de la CTM sillonnent les routes et interviennent sur les canalisations les plus obstruées.
En période de pluie, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de surprises aussi. Donc nous sommes obligés d'assumer. Donc ça, c'est notre fonction. De nouvelles inondations qui rappellent la nécessité d'entretenir plus régulièrement les canalisations et les abords des cours d'eau. Les habitants de la cité Ozanam à Batelière ont eux été surpris par une crue. La rivière proche de la résidence a envahi les immeubles. Plusieurs appartements du rez-de-chaussée ont été inondés, du jamais vu selon les riverains, comme ont pu le constater Sabrina Doré et Régine Germani qui se sont rendues sur place. Une montée des eaux spectaculaire et un retour à la normale en moins d'une heure. Les habitants de cette cité Ozanam à Batelière ont été surpris. Tout le monde a dû mettre la main à la pâte pour éviter le pire. C'est la première fois que je vois ce genre de... C'est mon Dieu, madame. Je vais vous expliquer. Hein? C'est-à-dire que j'habite à la cité Ozanam depuis l'âge de 5 ans. On m'a donné mon appartement depuis 2012. Depuis 2012, il y a eu déjà des intempéries. C'est la première fois que chez moi soit rempli d'eau comme ça là. C'est-à-dire que là, j'espère qu'aux Ozanam, là, ils ont vu. Ils n'ont pas fait grand-chose. Jusqu'à maintenant, on attend les gens pour nettoyer. C'est-à-dire qu'on fait, c'est-à-dire c'est de voisin. Et puis voilà, hein, et puis on attend. Tout serait parti d'un cours d'eau dans les hauteurs qui aurait dévalé la pente pour s'engouffrer directement dans les appartements. Chaque habitant du rez-de-chaussée a dû trouver un système D. Moi, évité, moi, chercher des palettes. C'est je prends des palettes bas, moi, dans la poubelle là. Nous mettons devant la porte là, puis des vieux de l'eau, puis pas entrer plus. Et ça marchait, oui. Système là? Oui, système là marchait, de l'eau à vieux est parti par là. Eh bien, prendre le matelas, essayer de mettre pour absorber l'eau. Mon ventilateur, il y a eu, voilà, je ne sais même plus parce que c'était effrayant. Pour Ozanam en charge des logements, de nombreux travaux ont déjà été effectués pour limiter les inondations. Cette brusque montée des eaux a surpris tout le monde. Des intempéries qui ont endommagé plusieurs lignes électriques sur la côte atlantique et le sud de l'île. À midi, 3700 clients étaient encore privés d'électricité. Les équipes d'EDF sont mobilisées pour établir au plus vite un retour à la normale. Les écoles du François sont restées fermées aujourd'hui après la levée de l'alerte rouge hier. L'heure était aujourd'hui au nettoyage et à la remise en place du mobilier. Les élèves des classes maternelles reprendront le chemin des classes dès lundi. Un reportage de Céline Chalonneau. Dans cette école du bourg, la plus proche de la rivière, il faut que tout soit prêt pour le retour des élèves lundi. Depuis 7 heures, chacun retrousse ses manches et si l'ambiance paraît détendue, tous ne sont pas pour autant rassurés. Quand je suis arrivée ce matin à 7 heures, on regarde le canal, on voit comment l'eau descend, la marée est haute, donc on se dit, mais on fait descendre des trucs, mais on ne sait pas lundi comment ça sera. Bon, on fait confiance à Dieu, mais même quand on se gare, on est sur le bas-côté, mais nous ne sommes pas tranquilles avec les voitures qui sont là. Il avait tout à fait raison, le préfet, d'informer les parents parce que c'était vraiment, je dirais qu'on l'a vécu et heureusement qu'il l'a fait parce qu'à revoir les mêmes choses, vraiment. Je suis ici présente avec mes collègues, faisant descendre des objets de l'étage un peu partout. Cette rivière, les franciscains la connaissent bien au fil des années. Certains ont appris à reconnaître les signes. Ça fait des années que ça monte l'eau, alors pourquoi il faut avoir peur? Je pense pas. Il faut prévenir simplement, il ne faut pas avoir peur, parce que nous avons l'habitude que l'eau monte. Le matin, il y avait un vent nord, ça allait vers le sud, mais ça change. Si ça revient du sud, dans 3-4 secondes, ça peut changer, et hop, ça repart vers le nord. Et c'est pour ça que ça nous a épargné la dernière cyclone en Haïti qui était debout au large de la Martinique. C'est le vent. Nous, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est la nature. Et la nature, c'est Dieu. Isaac s'écarte progressivement des côtes martiniquaises en laissant derrière lui encore beaucoup de pluie. Les franciscains vivent encore dans la crainte d'une nouvelle crue. Pourtant, ce matin, les Martiniquais s'étaient réveillés au sec. Après une journée à attendre l'arrivée d'Isaac, dès les premières lueurs du jour, les plus matinaux étaient déjà de sortie. Kathleen Bilascopette avec Céline Chalonneau. 4h30 ce matin, c'est sur une voie du TCSP bien sèche que ce cycliste donne ses coups de pédale matinaux. C'est la nuit la plus calme qu'on a eue depuis quelques années, parce que bon, on n'entend rien, il n'y a aucun bruit.
Alors bien sûr, on est aux aguets, mais rien. Un peu plus loin, sur la plage de la Française, la présence d'Isaac se fait légèrement ressentir. Alors certains préfèrent renoncer à leur baignade habituelle. Et ce matin, il fallait un petit peu démonter. L'eau est un peu sale, ça se voit, il y a des petites crues sur la plage. Là, je ne vais pas y entrer là-dedans. Après une journée sans activité, cette vendeuse de fruits et légumes est contente de retrouver ses étals. Malgré la vigilance jaune pour fortes pluies et orages, pour elle, le danger semble écarté. Depuis hier, jeudi matin, quand on s'est levé, le soleil, il y avait du soleil, il n'y avait pas grand-chose, alors je ne pense pas que Isaac fera quelque chose encore aujourd'hui. Tout est tranquille, hein. Je pense que tout se passera bien. Moins optimiste, cette autre marchande rappelle qu'à cette période de l'année, on ne peut présager de rien. Nous sommes en septembre, pas avant novembre. Peut-être on n'aura pas un soulagement, donc on attend. On ne peut rien faire. En effet, il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour voir le déluge s'abattre. Beaucoup d'eau en quelques heures sur le centre-ville. En témoigne le canal Levassor qui menace de déborder. Les travaux pour rendre la RN9 accessible se poursuivent. La CTM annonce qu'une voie de déviation devrait être prête d'ici une dizaine de jours. Une solution provisoire qui devrait soulager les commerçants en contrebas. Sandrine Claude. Après une journée d'interruption, les hommes de chantier retrouvent ce matin leurs engins. Le mauvais temps persistant n'y changera pas grand-chose. Il est question de mettre en place la voie de déviation dans les plus brefs délais. Nous partons du giratoire de Dorothy avec une voie, donc on va réautoriser la circulation pour les véhicules légers de moins de 3,5 tonnes. Arrivés à l'échangeur, les automobilistes pourront emprunter une voie qui contournera la zone affaissée. Malgré 400 000 € dépensés, difficile pour la CTM de trouver l'origine exacte de la fuite d'eau détectée. Les techniciens d'ici ont détecté eux-mêmes une fuite, mais qui se trouve après compteur au centre d'affaires de la Valmenière. Alors, ce qui est après compteur, c'est un réseau privé. Le réseau public d'eau d'ici, c'est avant compteur. Nous ne savons pas s'il y a d'autres fuites, mais la quantité d'eau qui fuit est largement supérieure à la quantité que nous recueillons dans les drains. Et face à l'absence de réponse quant aux raisons précises de l'affaissement de la chaussée, la collectivité a décidé de faire appel à la justice. Nous avons pris la décision de mettre en cause tous les responsables probables. Évidemment, ceux qui ont construit à la fois des immeubles au pied du talus, en contrebas de la route, ceux qui ont construit l'échangeur, ceux qui ont construit des immeubles au-dessus, ceux qui sont propriétaires des canalisations, qu'elles soient publiques ou privées. Pour les commerçants en contrebas, les choses ne sont pas près de s'arranger, car avec un terrain de plus en plus instable, la ville de Fort-de-France a pris des mesures. Les effets avec les pluies qui se sont produites et les pluies qui vont encore se produire nous conduisent à, par mesure de sécurité, fermer donc une partie de la voie qui se trouve derrière, entre le talus et la zone de Rivière-Roche. Il y a forcément des conséquences sur l'activité économique de cette zone, d'autant que les mesures de déviation et de circulation qui ont été prises ne produisent pas encore suffisamment leur effet. Des commerçants qui espèrent voir la situation se débloquer avec la mise en place de la déviation provisoire. Selon la CTM, elle devrait être opérationnelle d'ici 2 semaines. Coût de l'opération, 200 000 €. Les agents de la CTM ont mis leurs menaces à exécution. Ils avaient décidé le blocage des établissements scolaires après le passage d'Isaac. Ce matin, ils ont bloqué 10 collèges et lycées, notamment le collège Périnon et le lycée Joseph Gaillard. Une mobilisation en soutien aux 40 agents dont les contrats n'ont pas été renouvelés cette année. Les grévistes dénoncent par ailleurs leurs mauvaises conditions de travail. Ce week-end se tiendront les journées européennes du patrimoine. Pour parler de cette 35e édition avec nous, Guillaume Deslandes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des affaires culturelles. Est-ce que les intempéries risquent de perturber les visites samedi et dimanche? Écoutez, j'espère que ça se passera du mieux possible. Ensuite, chaque propriétaire de site fera en sorte évidemment que la sécurité des visiteurs soit assurée. Si des sites doivent fermer, malheureusement, ils resteront fermés. D'autant plus qu'il y a certains sites à proximité des cours d'eau? Oui, certainement. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés pour le public cette année? Des nouveautés, il y en a chaque année. Il y a des monuments qui ouvrent, qui ne sont pas forcément accessibles le reste de l'année. Je pense à certaines habitations, certaines distilleries. Je sais que le diocèse a fait un effort également sur les églises. Donc un certain nombre d'églises seront ouvertes avec des visites commentées. Et on a également la chance d'avoir un bateau qui a été protégé récemment, qui est le Toumelin. Et il sera
amarrés aux marins et proposés à la visite également. Combien de sites en tout, samedi et dimanche, seront accessibles? C'est une 50aine de sites pour une centaine d'animations sur ces sites. Alors on parlait de sites qui sont protégés. Il y a plus de 100 sites classés en Martinique. Est-ce que tous sont accessibles au public? Tous ne sont pas forcément accessibles au public. Il y a des sites publics, il y a des sites de propriétaires privés qui ne sont pas forcément donc, ouverts au public, mais la grande majorité sont accessibles. Alors pour le cas des sites privés, est-ce que c'est vous qui allez chercher les propriétaires ou alors c'est eux qui font la démarche de s'inscrire pour ces journées? L'inscription aux Journées du patrimoine est vraiment sur la base du volontariat. Donc c'est les propriétaires qui se proposent d'ouvrir leur site à la population sur ce week-end. Quel est l'intérêt de ces journées finalement? C'est ce que je disais tout à l'heure, ça donne l'occasion vraiment de faire connaître des sites que la population n'a pas forcément l'occasion de visiter le reste de l'année. Ça met un coup de projecteur sur le patrimoine par rapport à un territoire, c'est quand même important. Et ça porte à la connaissance des plus jeunes et des moins jeunes l'histoire du territoire. Alors comment se passent ces journées? Combien de personnes vous attendez par exemple? Je préfère pas avancer de chiffres, je ne sais pas du tout. Voilà, on espère toujours qu'il y en aura davantage, mais ce n'est pas une question de chiffres. C'est vraiment que les sites soient bien fréquentés, que les personnes découvrent des lieux qu'ils n'ont pas l'habitude de visiter et qu'ils y passent un bon moment. Alors quels sont les sites les plus visités ou les plus prisés par le public? Le Fort Saint-Louis, je crois, est très visité chaque année. Mais encore une fois, voilà, ce n'est pas une question de nombre, c'est vraiment une question de découverte et de curiosité. Il y a un grand nombre de sites qui sont proposés à la population. Il y a certains sites dans lesquels on ne peut pas rentrer aussi facilement. La préfecture est ouverte sur le samedi intégralement. Le préfet a ouvert la résidence également du préfet demain matin. Bon, c'est sur réservation, je crois que c'est déjà complet. Il y a le phare de la Caravelle également, qui est un lieu qu'on peut voir de loin. Là, on peut le voir de près et rentrer à l'intérieur. Voilà, je pense que c'est vraiment des belles occasions. Est-ce qu'à travers ces journées, le public est sensibilisé justement à la conservation et à la protection du patrimoine? Comment ça se passe? Alors effectivement, il y a un thème. Il se trouve que cette année, le thème, c'est l'art du partage. L'art du partage, c'est aussi la transmission. Donc il y a un certain nombre d'ateliers qui vont avoir lieu, certains sur les métiers qui sont liés à la restauration ou à la préservation du patrimoine, certains sur des pratiques, je dirais les pratiques anciennes, des pratiques disparues, du tressage, du maçonnage, des choses comme ça, qui sont liées également au métier. La restauration du patrimoine ouvre sur des métiers qui sont très, très riches et très intéressants. Alors vous travaillez en collaboration avec la CTM qui, elle aussi, propose des visites. Comment ça se passe? Oui, la CTM, déjà, également contribue à la restauration d'un certain nombre de patrimoines et par ailleurs, sur ces journées, ouvre l'intégralité de ces musées et avec là aussi un grand nombre d'animations, des expositions, des conférences, des visites, voilà, sur l'ensemble du territoire. Et de manière générale, dans quel état se retrouvent ces monuments et ces sites en Martinique? Le travail de la conservation des monuments historiques à la DAC vise justement à entretenir et préserver le mieux possible ce patrimoine. Nous sommes dans une région où les intempéries, où les risques sismiques peuvent créer des dégâts. Forcément, on essaye de prémunir au maximum ces vieux bâtiments sur ce dégât. Et dans le cadre de biens privés, est-ce qu'il y a des programmes de rénovation pour accompagner les particuliers? Oui, absolument. Bon, sur les privés, sur des monuments classés ou inscrits, protégés au titre des monuments historiques, il y a des soutiens financiers. Et également pour des propriétaires qui sont dans une zone d'un monument historique, de manière à préserver, on va dire, l'environnement de ce monument, il y a également des soutiens possibles. Bon, après, avec un certain nombre de critères, mais effectivement. Il faut envoyer des dossiers bien remplis? Il faut même prendre rendez-vous et se faire conseiller au préalable. Merci Guillaume Deslandes d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que ces visites sont gratuites samedi et dimanche. Absolument, je vous en prie. Merci. Reprise en douceur pour notre agenda sport du vendredi. Progressivement, les disciplines font leur rentrée. C'est le cas du football. La première journée de championnat de R1 débute ce soir. Au menu également l'ouverture de la saison de handball ou encore le premier mémorial Germain Soumbo en tennis de table. Le point sur ces compétitions avec Karel Chassol. Si 4 rencontres de la première journée du championnat de Régional 1 étaient prévues ce soir 20 h, en raison des conditions météo, seule une rencontre se disputera.
Le choc RC Rivière-Pilote Club Colonial se déroulera au stade encamé de Rivière-Pilote. Demain, 15h30, 2 autres rencontres auront lieu. Un alléchant US Robert Golden Lion au Robert et Essor Samaritaine au Prêcheur. Demain toujours, mais à 19h cette fois, 2 autres matchs sont programmés. Aiglon Émulation au Lamentin. Et pour son entrée dans la compétition, le champion en titre se déplacera à Pierre-Aliquer. Golden Star Club franciscain, c'est à 19h demain. Sport collectif toujours en handball, en prélude au début du championnat de pré-national, se déroule un tournoi de rentrée. 4 groupes répartis en zones géographiques disputent les phases de poule. Les demi-finales auront lieu, elles, à la fin du mois. Le tennis de table effectue également sa rentrée. La Ligue organise le premier mémorial Germain Sumbo demain à compter de 14h au hall Pélière Donatien. Toutes les catégories sont attendues. A noter également que l'Assemblée générale de la Ligue aura lieu dimanche à partir de 9h à la Maison des Sports. Enfin en moto, la 4e manche du championnat de course de côte aura lieu dimanche à Marcapron au Marin. Les montées officielles sont prévues à compter de 13h. Si la majorité des rencontres se dérouleront, certaines manifestations sportives ont été annulées. Le grand tournoi des quartiers a été reporté en raison des intempéries. Prévu ce samedi 15 septembre, il est déplacé au samedi 22 septembre. Il aura lieu sur le terrain de handball de l'Angelier à Fort-de-France. C'est la fin de votre journal local et régional. Avant de nous quitter, voilà les titres que nous avons développés ce soir. Les intempéries. L'école Danse Madame à Schellcher évacue ce matin. Suite à la brusque montée des eaux, les parents ont été sommés de récupérer leurs enfants. Une mesure de sécurité. À la cité aux Anames, la rivière s'est littéralement engouffrée dans les immeubles. Une frayeur pour les habitants de la résidence. Ils ont été surpris par un phénomène qui n'a pas eu lieu depuis plusieurs années. Les écoles du François se préparent pour la reprise lundi prochain. Les élèves n'étaient pas en classe aujourd'hui, l'heure était au rangement dans les salles. Un nettoyage plus que nécessaire après le passage d'Isaac hier. Les travaux pour créer une déviation sur la RN9 se poursuivent. Interrompus hier à cause du mauvais temps, ils ont repris ce matin malgré la pluie. La CTM annonce une voie secondaire d'ici une quinzaine de jours. Place maintenant à nos confrères de BFM TV pour l'actualité nationale et internationale. À 20h15, Ninja Warrior. Nous, on se retrouve demain à 18h50 pour les titres. Je vous souhaite une bonne soirée sur ATV.